BFM Business, le club de l'heure H. Club de l'heure H avec Pascal Boniface. Merci d'être là, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques que vous avez fondé. Pascal, vous publiez Géopolitique du Covid-19. On dit de la Covid, vous savez, selon la l'usage médiatique, c'est plutôt du Covid. Oui, mais l'usage du français, c'est de la Covid, parce que c'est un acronyme. Voilà. Hein, donc voilà, pour votre éditeur aux éditions Erol. Et alors, et préfacé par ce qui est quelqu'un qui est devenu incontournable, bien sûr, c'est Roselyne Bachelot. Vous avez du nez, Elle l'était auparavant, de toute façon. Oui. Non, Roselyne Bachelot est vice-présidente de notre conseil d'administration, de l'IRIS. Et donc, en plus, elle s'intéresse aux questions géopolitiques depuis très longtemps. Et puis, parler d'une pandémie, elle était bien placée pour faire cette préface qu'elle a gentiment accepté de rédiger. Oui. Un mot d'abord sur le football, parce qu'on a parlé avec Pierre Ferracci, donc le patron du Paris FC. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté en France la Ligue 1, le football? Là, on peut regarder la Première Ligue, on peut regarder, on peut regarder Portugal, les 4 autres grands championnats européens. C'était une décision. Le Premier ministre à l'époque l'a d'ailleurs expliqué. C'était mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez quand même écrit le livre de référence sur le football. Je pense que c'est une exception qu'on aurait pu effectivement ne pas donner cet exemple. Peut-être préserver l'avenir, avoir un peu plus de prudence. Bon, une fois qu'elle est prise, les instances du football sont légitimistes. Lorsque le pouvoir politique dit quelque chose, les instances du football ne s'élèvent pas contre cela, et donc elles ont appliqué la règle qui avait été définie par le gouvernement. La question c'est, est-ce qu'il y a une géopolitique de la Covid? Alors en tous les cas, le Covid-19 aura eu des répercussions géopolitiques extrêmement importantes. Extrêmement importantes, aussi bien sur le plan du multilatéralisme, qui était déjà en crise auparavant, mais la crise s'est accentuée, aussi bien sur le plan de la mondialisation, est-ce que l'on dit stop ou encore, et puis dans le grand duel qui s'annonce entre la Chine et les États-Unis. Alors la rivalité existait déjà, mais on peut dire que la crise du Covid-19 est venue cristalliser cette rivalité qui est devenue maintenant structurelle, ancrée aux États-Unis, puisque c'est le seul aspect de la politique de Donald Trump qui est bipartisan. Il a sur ce plan-là, y compris le soutien des démocrates, et donc ça va être certainement le grand sujet géopolitique des années à venir. Oui, bien sûr. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est il y a plusieurs points, c'est de dire que cette crise, cette pandémie a démontré la faiblesse du monde occidental. Oui. Et que là, ça c'est vraiment un point marquant qui va changer effectivement la géopolitique. Et pourtant, cette faiblesse existait déjà, mais la crise a servi de révélateur à des phénomènes existants que l'on n'avait peut-être pas suffisamment perçus. Qu'est-ce qu'on s'est dit lorsque, par exemple, la Chine a commencé à confiner des millions d'habitants? Elle le faisait parce que c'est une dictature, que ça n'arriverait pas chez nous. Et puis, on s'est dit aussi que les pandémies, c'était l'affaire de l'Afrique et de l'Asie, mais que nous, en Europe, on était à l'abri. Et même quand ça a commencé à frapper l'Italie, en France, on s'est dit oui, mais c'est l'Italie, c'est pas tout à fait pareil, leur système n'est pas aussi performant que l'autre. Et en fait, on a bien vu que cette crise a eu un effet dans tous les pays occidentaux qui se croyaient au-dessus des autres civilisations, des autres nations, à un tel point qu'on a vu des fosses communes à New York, alors que l'image même, l'idée même des fosses communes, on la réserve au tiers-monde, mais pas à Big Apple. Oui. Mais pourquoi? Parce que les Occidentaux se sont crus au-dessus du lot. Oui, mais depuis 5 siècles. Oui. Ça fait 5 siècles. Il faut désoccidentaliser notre point de vue. L'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles, depuis grosso modo la fin du XVe siècle, 1492. Cette domination, depuis déjà assez longtemps, s'érode du fait de l'émergence, du fait de la globalisation, parce que d'autres pays non occidentaux ont également de la puissance. Alors ce n'est pas que l'Occident a perdu sa puissance, il en a perdu le monopole. Mais il pense toujours être parfois, ou du moins certains, pensent toujours que l'on peut toujours diriger l'agenda international comme auparavant. Ce n'est plus le cas, Et si on s'en rend pas compte, eh bien on va devant la catastrophe. Et effectivement, on a cru que on serait à l'abri d'une pandémie parce qu'on avait les systèmes de santé performants, qu'on était riche, que tout ceci était l'affaire du Sud et pas du Nord. Et puis, ça a été un peu une sorte de juin 40, de révélation tragique que nous n'étions pas aussi préparés qu'on le pensait par rapport à une pandémie. Mais là maintenant, ça veut dire comment? Il faut chausser quelles lunettes?
Des lunettes globales. Des lunettes globales. Ça veut dire quoi? Tout simplement réellement, ça se traduit comment, vous voyez? Eh bien, ne pas penser qu'on a forcément raison et que les autres ont forcément tort. Et de prendre en vue, c'est ça le multilatéralisme, c'est de prendre en vue le point de vue des autres, non pas pour leur céder automatiquement, mais de savoir qu'on ne pourra pas imposer une solution uniquement par les rapports de force, puisqu'ils ne sont plus aussi favorables qu'ils étaient auparavant, et que si on veut une réponse globale à un défi global, qu'il s'agisse de lutter contre le réchauffement climatique ou contre une nouvelle pandémie, on ne pourra le faire qu'ensemble et non pas nous contre les autres ou nous sans les autres. Pascal Boniface, parce que alors, j'ai envie de dire, ce qu'on aurait dû aller regarder, c'est pas forcément ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qu'on aurait dû aller regarder, ce qui s'est passé en Corée, à Singapour, dans des pays qu'effectivement qu'on ne regarde pas. Quand je dis la Corée, bien sûr, c'est la Corée du Sud. Hein. Oui, alors le fait est que la Corée du Sud, Taïwan, Singapour ont résolu, y compris le Vietnam, ont fait face à cette crise de façon beaucoup plus efficace. C'est pas notre niveau, j'ai envie de dire. Non, mais d'aller regarder ce qui s'est passé là-bas. On peut s'en inspirer. On aurait dû s'en inspirer parce qu'effectivement, ces pays ont l'habitude de ce type de pandémie. De même, d'ailleurs, on peut remarquer que les pays africains, qu'on regarde un peu de haut, finalement, ont un nombre de morts moins important, y compris en termes de nombre de morts par rapport à la population. Oui, mais c'est normal parce que la population est beaucoup plus jeune. Oui, effectivement. Dans certains pays, la population, l'âge moyen est de 15 ans en dessous de 20 ans. Donc, c'est aussi logique. Et que ces pays ne se sont pas crus au-dessus de la pandémie parce qu'ils sont habitués à ce type de risque. Alors, il y a maintenant la grande question dont on parle beaucoup, c'est effectivement la Chine. Cet affrontement, vous l'avez dit, entre les États-Unis et la Chine. Alors, j'adore cette phrase que vous rappelez de Deng Xiaoping qui avait théorisé « Cachez votre force, prenez votre temps ». Que Xi Jinping... Je crois que ça résume tout. Oui, alors effectivement, pendant 30 ans, la Chine a grimpé. Lorsque la Chine rentre à l'OMC en 2001, son PIB représente 10% du PIB américain. Aujourd'hui, on est à 65%. Juste pour voir ça, du grand temps de la confrontation soviéto-américaine, l'URSS n'a jamais dépassé 40% du PIB américain. Donc effectivement, la montée en puissance de la Chine pose un problème très net aux États-Unis. Et Xi Jinping, lui, ne veut plus cacher sa force. Il l'exhibe. Il l'exhibe, il montre ses muscles, il montre ses masques. Et effectivement, on peut dire que Xi Jinping, lui, veut affirmer haut et fort que la Chine va redevenir la première puissance mondiale. C'est un objectif assumé, alors que Deng Xiaoping avait un comportement plus profil bas. Oui, mais la question, effectivement, il y a une vraie Xi Jinping change énormément de choses dans l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de la Chine. Cela dit, est-ce qu'ils ont envie de devenir la première puissance mondiale économique? Est-ce qu'ils ont envie de devenir la première puissance géopolitique? Cela va un peu, l'un va un peu avec l'autre, mais dans décalage, dans le temps. Finalement, les États-Unis sont devenus la première puissance stratégique au milieu du XXe siècle, alors qu'ils étaient dès le début du XXe siècle la première puissance économique. Ce que disent les Chinois, c'est qu'ils ne veulent pas imposer leur régime, leur vision. L'hégémonisme ne fait pas partie de leur culture, de leur histoire. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que même si la Chine n'est pas une démocratie, loin de là, finalement, les Chinois n'ont jamais été aussi heureux que depuis les 30 dernières années. Et qu'il y a pour cela une certaine adhésion au régime. Alors en même temps, ils disent qu'ils ne veulent pas imposer leur régime aux autres nations, mais on voit bien quand même que dans les différentes instances internationales, ils veulent imposer quand même le rapport de force, leur vision. Ils ne veulent surtout pas qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Ils veulent être maîtres chez eux. Et donc, il y a effectivement un bras de fer qui commence et qui est de plus en plus affirmé. On le voit par ailleurs sur Hong Kong. Alors, un bras de fer qui est d'autant plus compliqué ou fort que les États-Unis deviennent ce que vous appelez une superpuissance erratique, ou du moins avec un président erratique, qui lui ne voit qu'une chose, c'est l'élection 2020. C'est ça la grande différence entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald Trump, c'est que Xi Jinping, lui, vise 2030, voire 2040. Donald Trump, lui, son seul horizon, c'est le 3 novembre 2020, et il s'arrête à là. Et donc on a un président aux États-Unis qui a vraiment une vue à très court terme, qui ne pense que en termes électoraux. Lorsque Xi Jinping fait la diplomatie, il pense à la puissance de la Chine dans le monde. Lorsque Trump fait de la diplomatie, il pense à sa réélection et à flatter ses électeurs. Effectivement, on peut dire que son slogan « Make America Great Again » a fait pchit et que il facilite le travail des Chinois. Et on ne peut être pas loin de penser que finalement, Donald Trump, malgré son caractère brutal, les Chinois s'accommodent très bien de sa présidence parce que il permet la désertion américaine de la scène internationale permet à la Chine d'avancer.
Il y a une phrase, je crois qu'en fait, c'est vous qui résumez extrêmement bien ce qui se passe, Pascal Boniface. Vous dites, c'est certainement la fin, c'est pas la fin de la mondialisation, mais c'est la fin de l'ivresse de la mondialisation. Oui, effectivement. C'est très exact comme terme. On pensait qu'il n'y avait plus de frontières alors qu'elles existaient. Penser qu'il n'y a plus de frontières, par exemple, à la frontière des deux Corées ou dans de nombreux endroits, mais on pensait que tout allait s'améliorer, que l'Occident allait imposer sa volonté, ses normes partout, et que les autres peuples nous accueillavait dans l'enthousiasme. Oui, mais là, ça dépasse cette ivresse de la mondialisation. C'est tout le monde voulait être une firme internationale. On produisait il y avait une sorte de répartition des tâches. Oui. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a cette volonté de retrouver certaines productions locales un peu sur tous les secteurs. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On verra ça. Mais... Et jusqu'à tel point, on verra, parce qu'on ne va pas échapper. Et là, pour l'instant, on se dit, on a tiré les leçons de la crise. Très souvent, on l'a vu dans les crises précédentes, une fois que la crise est passée, les mauvaises habitudes reviennent. Et donc, il y aura peut-être des relocalisations, mais on ne va pas fermer les frontières. Les frontières fermées ne resteront pas très longtemps. Et de nouveau, le tourisme va reprendre. De nouveau, les échanges vont reprendre. Là, c'est une phase, effectivement. Est-ce que, juste en conclusion, est-ce qu'il y aura le monde d'après, le monde d'avant? Vous y croyez, vous? De toute façon, le monde d'après, oui, mais à condition qu'on tire les bonnes leçons. Il y a eu des signaux. On était avertis qu'une pandémie pourrait bloquer le monde. Voilà. De nombreux rapports l'avaient dit. On n'en a pas du tout tenu compte. Là, de nombreux rapports disent qu'il y a une crise climatique qui peut arriver. Est-ce qu'on va en tenir compte? Pour l'instant, les déclarations sont plus importantes que les actions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, toujours très intéressant, Pascal Boniface. Donc je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique du Covid 2019, ce que nous a révélé cette crise sur notamment nos faiblesses et faiblesses des Européens. Et c'est donc publié aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Boniface. Dans un instant, c'est Nicolas Dufourcq,